et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Lou, qui est coach et psychologue et surtout passionnée de spiritualité. J'ai découvert Lou sur Instagram et j'ai tout de suite aimé sa douceur, sa bienveillance et ses réflexions spirituelles. Je me suis aussi beaucoup retrouvée dans sa vision de la vie et du monde et je suis donc heureuse de partager avec toi notre petit papotage. Avec Lou, on a parlé de sa transition de salarié à auto-entrepreneur, de ses conseils aussi pour être dans l'être et non pas dans le faire, de comment gérer ses émotions et aussi comment ne pas absorber celles des autres, ce qui, entre parenthèses, est extrêmement utile, voire indispensable quand on est une personne sensible et ou dans des métiers de l'accompagnement. On a aussi parlé de sa vision de la spiritualité et de ce qu'elle lui apporte au quotidien. Et on a aussi eu une très belle discussion autour de l'argent et notamment de son rapport à l'argent et comment elle a réussi à l'apaiser, à le faire évoluer pour faire de l'argent non pas un objet de mal, mais vraiment un outil pour avoir un impact positif dans le monde et sur les autres. Tu verras qu'au fil de notre échange, on a parlé de pas mal de ressources qui pourront venir compléter tout ce qu'on a dit et tu retrouveras le lien de tout ce dont on a parlé dans l'article de blog associé au podcast. Et tout ça, tu l'auras dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, pour entrer encore plus dans le concret et donner d'autres outils, Lou nous a aussi partagé des exercices pour, par exemple, détruire ses croyances limitantes, se reconnecter à soi et guérir ses blessures. Bref, c'était vraiment un immense plaisir d'échanger avec Lou et tu verras que cet épisode est rempli de petites pépites. Et d'ailleurs, j'espère qu'il t'apportera autant d'énergie et de bonnes ondes que ce que j'ai ressenti moi pendant cet échange avec Lou. D'ailleurs, si l'épisode te plaît, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en nous taguant avec Lou, @karmalou et @pêche-églantine. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Bref, sur ce, je te laisse avec Lou qui commence directement en te partageant son état d'esprit du moment. J'ai plein d'idées de projets, etc. Mais c'est plus au niveau de ma façon de travailler où vraiment j'ai changé beaucoup de choses. J'étais à 75 heures par semaine à Paris, tu vois, facile. Ouais. Et j'ai décidé de relâcher le rythme. Et puis, c'est vrai qu'en fait, dans mon domaine, on a beaucoup, tu vois, tu es dans le domaine aussi, de croyances limitantes. Enfin, peut-être pas limitantes, mais de croyances en tout cas sur le travail, la manière de travailler dans nos domaines et le fait que tu vois, si tu as de l'ambition, faut que tu travailles beaucoup pour réaliser tes ambitions, faut que tu passes moins de temps dans tes autres domaines de vie. Et c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant, mais je me pose la question de finalement, est-ce que je pourrais pas le faire de manière beaucoup plus chill et en passant autant de temps dans mes autres domaines de vie, quoi. Ouais. Donc j'essaie de voir un peu comment ça marche, mais déjà ça me fait bizarre de travailler moins. Ouais, j'imagine parce qu'avant à Paris, tu avais un cabinet du coup. C'est quoi ton activité exactement? Parce que effectivement, ouais. sur Instagram, globalement, c'est là où tu as le cœur de ton activité, il me semble, mais c'est même pas sûr. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu... En fait, moi de base, je suis psy. Ouais. Je suis psychologue et spécialisée un peu plus, moins maintenant, mais au début, j'étais spécialisée dans la psychologie du travail. Et donc, en fait, je travaillais dans le secteur public. C'était à l'université de la Sorbonne Nouvelle, en fait, à Paris. Et je travaillais 39 heures par semaine. Et à côté, j'avais mon activité à mi-temps sur Insta et avec mes propres accompagnements. Et à côté, j'avais encore des formations. Que tu donnais ou que tu recevais? Non, que je recevais. Ouais, assez conséquente. Et donc, forcément, l'accumulation de tout ça faisait que. Et je savais que je voulais m'installer à plein temps, à mon compte à plein temps, parce que clairement, en fait, je suis trop créative pour être dans la boîte de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression, tu vois. C'est juste pas possible. Et dans le secteur public, c'est encore pire, parce que dans le secteur public, tu veux amorcer un petit changement ou une petite nouveauté, c'est, tu vois, ça prend une ampleur de ouf. Donc ouais, je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais être à mon compte à plein temps. Et du coup, on a profité aussi de ce déménagement, etc. pour installer tout ça.
Mais je suis super contente d'être à mon compte à plein temps. Et puis, les places des accompagnements, elles se sont complétées hyper vite. Enfin, tout va aussi très vite. Je pensais pas que ça serait aussi bien d'un coup. Et donc voilà, j'en profite aussi pour remettre un peu en question ma façon de penser, ma façon de travailler. Ouais. Et là, du coup, c'est tout nouveau alors que tu sois vraiment à plein temps dans l'entrepreneuriat. Ouais, à plein temps dans l'entrepreneuriat, c'est tout nouveau. Je l'ai jamais fait. Ouais. Et comment tu le vis? Comment tu le sens? Qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, ça fait quelques temps maintenant et chacun, Ouais. vraiment, je trouve ça intéressant. Bah, déjà, ça me fait très bizarre parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir plus de temps. Mais ça, c'est aussi ici, j'ai l'impression qu'il y a comme un bouclier spatio-temporel autour de l'Ardèche, tu sais, où on a le temps de tout faire, on ne court pas après le temps. Et donc, ouais, déjà, ça me fait bizarre. En fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps. Et en fait, j'ai la créativité qui bout un peu parce qu'en fait, je sais que je peux tout faire. Alors qu'avant, j'avais des projets, mais je savais que, tu sais, il fallait attendre, ou alors il fallait que je les planifie sur longtemps, ou alors je savais que j'allais doubler mon volume d'heures au moment où je lançais le projet, tu vois. Mais là, en fait, je suis dans un espace où, genre, je peux faire tout ce que je veux quand je veux. Et c'est vraiment génial. J'essaie d'en profiter un maximum. Et à la fois, il y a ce truc-là aussi où j'ai pas envie de tomber forcément dans 75 heures par semaine. Donc, j'essaie de trouver mon équilibre peu à peu. Donc, c'est beaucoup d'excitation. Et en même temps, je m'observe, en fait. Je m'observe beaucoup. Ouais. Je suis Et, pas dans le faire. pardon. J'essaie de pas être dans le faire, tu vois. Et c'est-à-dire, ça passe par quoi ça? Si tu avais des conseils justement, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, quand on travaille en plus de chez soi, on est vite dans le faire et dans cette course Mmh. effrénée à toujours plus, à toujours de nouveaux projets, à toujours un nouveau Ouais. post sur Instagram, toujours, toujours. Et comment toi, tu fais du coup pour t'analyser et ensuite être dans l'être justement et non pas dans le faire? Ouais. Pour m'analyser, déjà, la première chose que je fais, généralement, c'est en me levant. Tu vois, ce matin, je l'ai fait aussi. C'est de me dire, OK, là, l'énergie de mon corps, elle est menée où? Tu vois? Qu'est-ce que mon corps, il me dit? Des fois, j'ai envie de refermer les yeux encore pour des minutes, ou des fois, je suis complètement excitée et j'ai une grosse énergie et j'ai qu'une envie, c'est de courir au travail, tu vois, enfin courir dans mon bureau parce que du coup, c'est chez moi. Donc je m'écoute vraiment. Déjà, écouter ouais, l'énergie de son corps, je pense. Et ça, depuis que je le fais, c'est très très bizarre, hein, parce qu'honnêtement, à Paris, j'étais coupée de ça. Et parce qu'en fait, il fallait que je tienne aussi mentalement, tu vois. Donc si je me connectais à mon corps, je savais que j'allais pas tenir parce que le rythme il était beaucoup trop intense. Et donc là, je redécouvre un peu tout ça. Donc ouais, je dirais se connecter à son corps, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, je me demande toujours, tu vois, les il faut et les je dois, j'essaie de les éviter au maximum. Quand je sens que c'est dans mon discours, je m'interroge toujours, quoi. Est-ce que c'est bien moi qui veux ça? Est-ce que c'est moi qui me donne cette limite temporelle alors qu'il y a plus de temps? Euh, un post sur un Instagram d'entrepreneur qui disait en gros plus t'as de l'ambition, plus faut travailler fort, plus faut pas compter. Un peu c'était un peu ça, tu vois, plus faut pas compter ses heures. Et avant là où j'aurais dit oui et que le lendemain j'aurais fait une journée de ouf, tu vois. Et ben maintenant je me dis ouais mais en fait ça c'était ma vérité d'avant, mais est-ce que là aujourd'hui c'est ma vérité d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de penser ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Tu vois? Je marche beaucoup comme ça, genre les envies que j'ai envie de faire. Et c'est marrant parce que parfois j'ai des idées de projets, de machin. Et puis le lendemain, bah j'ai plus du tout envie de bosser sur ça, j'ai envie de bosser sur autre chose. Et c'est assez décontenançant parce qu'avant j'étais beaucoup, tu vois, dans l'efficacité, dans le yang à fond, tu vois. Et essayer de toujours faire plus, de lancer, par exemple, j'avais une idée d'atelier, je la mettais sur Instagram. Il y avait un groupe qui se remplissait, deux groupes qui se remplissaient, trois groupes qui se remplissaient. La semaine d'après, je faisais l'atelier, tu vois. Et maintenant, je suis tout aussi spontanée, mais je fais attention à mon énergie, ce que je Ouais. faisais pas avant. Ouais, parce que souvent on a l'idée, et j'ai pareil. T'as l'idée, t'es super enthousiaste, du coup tu la proposes, du coup ça marche, du coup les gens viennent, et du coup après tu te rends compte que ça fait peut-être un peu beaucoup. Parce que t'es plus dans la même énergie. Le jour J, quand t'as l'idée, ok, c'est génial, c'est super, mais la semaine d'après, eh ben la Terre a pu, enfin, Ouais, il y a tout qui s'est bouleversé, quoi. Et t'es ouais, plus dans cette même énergie, t'es plus forcément dans cette même envie pour X ou Y raison. Pas non, pas juste parce que pas parce que t'as plus envie, mais parce que t'as plus la même énergie. L'envie est toujours là, mais elle est différente. ouais, ouais, c'est exactement ça. Et puis, tu as une énergie parfois plus douce et du coup, tu changes complètement
à l'intérieur de l'atelier parce que du coup, ça correspond plus à ton énergie. Donc ouais. Et puis du coup, je pense aussi à comment mettre un peu plus de flexibilité dans mon activité parce que c'est vrai que je suis en train de créer en fait des programmes en ligne, un peu plus développement personnel, spirituel. Et en fait, dans mon activité, je mélange beaucoup la psychologie parce que c'est quand même, on va dire, mon socle de base, la neuroscience et la spiritualité. Et du coup, ça ouvre beaucoup de chemins, tu vois. C'est hyper intéressant, je trouve. Et donc, je crée des programmes et en même temps, j'ai mes propres accompagnements qui sont complètement individualisés où j'ai peu de personnes et sur 5 mois. Et, euh, et en fait, je suis en train de me dire, OK, comment moi, je peux mettre une flexibilité dans cette activité-là? Parce que autant sur des programmes, tu vois, t'as pas envie de bosser, tu décales. Autant sur des accompagnements, comment dire, tu vois, t'as des rendez-vous de fixés, c'est comme ça, tu vois. Ouais, tu Et t'es donc, engagé d'une certaine responsabilité envers la personne. c'est Elle te ça. fait. Donc, c'est, tu vois, ce dilemme-là, respecter mes responsabilités, respecter mon énergie. Et à la fois, tu vois, moi, c'est bizarre parce qu'il y a ce truc-là en tant que psy, ou en clinique notamment, on a tendance à te dire, oui, tu verras, tu t'oublieras pendant les séances. Enfin, tu vois, tu oublieras ton bagage, machin, bidule, pour laisser place totalement à la personne. Et moi, je suis là, mais non. Enfin, moi, je peux pas avoir de, tu vois, genre de clair ressenti ou de clairvoyance si je me coupe de moi-même. Ouais. Donc, je fais hyper attention à avoir une grosse présence à moi-même pendant l'entretien. Et si je suis fatiguée, bah, je dis à la personne, je suis désolée, je vais bâiller ou, tu vois. Mais, et du coup, ouais, déjà, je prends le temps, du coup, de beaucoup plus m'écouter. Et après, mes coachés savent, moi, je leur dis tout le temps, si c'est pas le moment juste pour vous de faire la séance, on décale. C'est aussi pour ça que j'ai peu de personnes. C'est que, comme ça, c'est très individualisé et, selon elles. Et pareil pour moi, en fait. Si, je viens avec mon énergie du moment et c'est OK comme ça. C'est même pour ça que les séances, elles avancent très bien et que ça marche très bien. Finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus efficace. Alors, tu vois, avant, j'avais pas cette croyance-là. Donc ça bouge pas mal. Ouais. Ouais. Et du coup, t'as un bagage avec t'as trois piliers, on va dire. Ouais, T'as le côté psy, le côté neurosciences et le côté spiritualité. ouais, Donc, le psy, c'est parce que tu as fait l'université, la fac de psychologie, donc. ouais, je suis psy de base, ouais. Ouais. Et ensuite, comment tu t'es formée à tout ça? Alors, la neuroscience, je me suis formée avec, je sais pas comment dire ça, j'avais une expression en tête, mais je sais plus. Bref. Je me suis formée avec quelqu'un vraiment qui m'impressionnait beaucoup dans le domaine. Je fais ça à chaque fois. Je fais gaffe à me former avec vraiment des personnes où je dis waouh, Ouais, je celui-là, suis j'ai trop envie d'accord. de me former avec. Ouais, c'est hyper Donc, important pour être inspiré, pour être motivé. Et je sais pas, si tu as envie de faire un truc, bah, tu cherches le ou la meilleure pour toi dans ce domaine-là. Et tu vas chez lui. Tu prends pas le truc au rabais, tu prends pas, ouais. t'essaies pas de grappiller de je sais pas quoi. Et ça, c'est important dans l'accompagnement. Enfin, dans tous les métiers, je pense, mais dans l'accompagnement encore plus. Ouais, ouais. Donc, ouais, je me suis formée, puis je me forme encore avec David Lefrançois, qui est un Oui, psychologue, enfin, un docteur en psychologie. ouais, il fait pas mal de choses. Voilà. Il Oui, il fait des j'ai vidéos sur découvert il YouTube. y a peut-être un mois. Et alors, je suis pas fan de tout ce qu'il fait, je dois avouer. Mais globalement, il est hyper intéressant et ça sent qu'il est calé. Ouais, il est calé. Il est vraiment calé sur le domaine des neurosciences. Et puis, je trouve en fait, si tu veux, il importe beaucoup la vision dans d'autres pays parce qu'en France, on n'est pas trop avancé sur la recherche. Et lui, en fait, il habite à moitié en Israël, à moitié en France. Et donc, du coup, il vient beaucoup, je trouve, ouais, c'est toutes les connaissances issues des dernières recherches en neurosciences, tu vois. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est très appliqué au domaine de l'accompagnement. En tout cas, avec moi, ce que je me suis formée avec lui. Donc voilà, je me suis formée un peu avec lui, puis je continue à me former avec lui aussi. Et spiritualité, pareil, je vais vraiment vers des personnes. Bon, il y a déjà sa propre expérience, comme la psycho, comme la neuroscience, il y a déjà sa propre expérience. Et voilà, beaucoup travailler sur soi. Et la spiritualité, je fais ça beaucoup avec Céline Joyce. Je sais pas si tu connais. C'est pareil que David. Je trouve que c'est une personnalité qui peut être tranche beaucoup. Tu vois, soit tu la kiffes, soit tu vas un peu plus avec l'appréhension. Mais je trouve qu'en tout cas, elle a une bonne énergie et c'est une chamane vraiment 2.0, je trouve. Donc, je suis accompagnée aussi par elle. Euh, je vais faire aussi des stages avec Aurore Lumière. Peut-être qu'Aurore Lumière, tu connais plus parce que, voilà, elle est un peu plus connue sur Instagram.
Voilà. Donc, vraiment, voilà, je vais regarder les personnes qui m'inspirent le plus dans le domaine, en tout cas. Ok, génial. Et comment tu as eu ce bagage-là? Comment tu t'es fait connaître? Parce qu'aujourd'hui, tu as juste Instagram et ça marche, comme tu l'as dit, c'est très fluide, c'est très Ouais, rapide, ça marche très bien. Tu ouais. t'es mis en auto-entrepreneur, c'est bon, c'était tout complet. Mm, mm. Comment tu as créé cet univers de Karmalou? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, de base, alors vraiment de base, c'est trop marrant d'y retourner, mais de retourner dans mes souvenirs. De base, j'étais sur YouTube. J'étais sur YouTube quand j'étais étudiante en psychologie pour justement proposer, entre guillemets, mon aide aux autres étudiants. Donc, c'était plus des vidéos back to school, aide méthodologie, apprentissage. J'étais dyslexique aussi, donc je parlais beaucoup de mon parcours, de techniques que j'avais trouvées, etc. Et ensuite, j'ai lancé mon compte Instagram parce que YouTube, je me sentais plus vraiment à l'aise dessus. Il y avait une mentalité où, tu vois, au début, YouTube, c'était pas du tout dans la critique, etc. Et après, il y a une mentalité beaucoup plus dure sur YouTube où, en fait, on vient juger chacune de tes vidéos, chacun des petites sessions de montage, etc. Et où, finalement, j'avais l'impression que c'était jamais assez bien ce que je faisais. Et en fait, quand je faisais des vidéos YouTube, j'avais plus une énergie lourde, tu vois, que l'énergie du départ, joviale et tout. Donc, j'ai arrêté. Et je me suis mise un peu plus sur Insta. Et après, j'ai eu un moment aussi un peu plus compliqué. Donc là, je faisais des petits posts sur la psychologie notamment, ou des petits posts tout simples, vraiment juste, tu vois, je montrais ma manière de vivre. C'était pas un compte vraiment comme ça l'est maintenant, tu vois, ça avait rien à voir. Mais les gens qui étaient sur YouTube me suivaient sur Insta du coup, tu vois. Ils se sont un peu déplacés. Et puis petit à petit, j'ai traversé une période qui était plutôt compliquée. Et j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup à la spiritualité, à tout ça. J'ai eu une sorte d'éveil, en fait. Et en fait, toutes mes expériences, je les retranscris sur mes posts Insta. Je donne pas spécialement des conseils, entre guillemets, sur mes posts Insta, mais vraiment, je parle de mon expérience, les questions que je me pose, qu'est-ce que je peux voir dans mes accompagnements, etc. Et donc voilà, petit à petit, c'est venu comme ça. Mais en fait, j'ai pas un gros compte, hein. Mon compte, c'est un bébé compte, on va dire, tu vois. Je sais pas combien j'ai d'abonnés, mais c'est un bébé compte, tu vois. Je crois qu'on est en dessous des 5000, un truc comme ça. Mais je pense que j'inspire les gens parce que peut-être je parle de mon expérience. Peut-être que donc voilà, sur ce compte-là, je parle un peu de tout, de psychologie. Parfois, je donne des petits hacks en neurosciences. Parfois, je parle de spiritualité. Parfois, je parle de ma manière de consommer, des questions que je me pose, de manifestation aussi beaucoup. Et, euh, et c'est ça qui attire le monde. Tu vois, pour moi, c'est aussi un peu une question, hein. Bah, Tu vois, je comprends tout à fait parce qu'en fait, je te demande ça et en même temps, je me retrouve beaucoup dans ta manière de faire. J'ai un peu de mal avec certaines personnes qui sont très, on va dire, donneurs de leçons. Tu vois, qui font Ouais. uniquement, par exemple, des postes conseils pour il faut faire ça, ça, ça et ça, une liste de tout doux. Et moi, j'ai vraiment du mal parce que enfin, t'es pas à la place des autres. Donc, toi, la seule chose que tu connais, c'est toi, tes expériences, tes ressentis. Donc, pour moi, la chose la plus naturelle, la plus simple et aussi la plus saine à partager, c'est ton expérience à toi. Et peut-être que ça va rebondir, enfin, que ça va faire écho chez les autres. Peut-être pas, mais au moins, t'es pas le donneur de leçons, quoi. T'es pas le prof qui sait tout. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Effectivement, parfois, c'est chouette de donner des conseils quand tu sais que ça marche sur beaucoup de personnes. Bah, c'est bien de donner des conseils. Et en même temps, bah, c'est normal que tout ne marche pas chez tout le monde. Et je pense que ça peut aussi créer pas mal de mal-être ou de culpabilité quand on voit une liste de conseils, quand on se dit, bah ouais, j'ai essayé, mais ça marche pas sur moi. La personne peut se dire, bah, c'est moi le problème, quoi. Alors que non. Ouais. C'est dangereux parce qu'on touche direct à l'estime de soi, tu vois. Je me sens pas capable de. J'y arrive pas. Alors que tout le monde y arrive, je comprends pas pourquoi. Et généralement, c'est pour ça que les personnes viennent en accompagnement, ils me le disent tous, tu vois. C'est en accompagnement individualisé, c'est vraiment. J'ai essayé de mettre plein de choses, j'ai lu plein de choses de développement personnel, je regarde plein de posts, plein de vidéos YouTube et tout, mais là, je n'arrive pas à avancer. Et oui, c'est normal en fait, c'est parce qu'on est chacun très différent et comme tu dis, bah, ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. Tu vois, il y a des blessures qui sont redondantes, mais à la fois, ou des croyances qui sont redondantes, mais à la fois la manière de les travailler selon la personne va être complètement différente. Donc, puis c'est pas juste parfois la chose d'identifier, tu vois. Par exemple, tu identifies une croyance, oui, tu l'as identifiée, mais après de là à travailler dessus, à aller jusqu'au point de connecter l'inconscient au conscient et qu'il soit
on va dire, d'accord l'un avec l'autre, tu vois, qui soient sur la même longueur d'onde, le même chemin, bah, c'est très différent aussi. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant et hyper important. Et c'est pour ça que je garderai toujours des accompagnements individualisés, même si je me lance aussi dans tout ce qui est programme, etc. Je me vois pas ne plus faire d'accompagnement individualisé. Et aujourd'hui, tu accompagnes les personnes sur quel sujet ou quelle problématique? Comment est-ce que tu sélectionnes les personnes, entre guillemets? Comment tu fonctionnes? J'ai envie de dire, l'univers fait vraiment les choses bien. C'est trop marrant parce que dès que je pose l'intention que j'ai envie de bosser sur une telle et telle problématique, on me sert sur le plateau la personne qui a telle ou telle problématique. Euh, donc généralement, ça matche vraiment bien, on se trouve bien. Après, ouais, je suis obligée de refuser du monde parce que je peux pas prendre tout le monde. Ou là, tu vois, je suis sur la liste d'attente. Je commence à inscrire des gens sur la liste d'attente de novembre. Donc, il faut un peu patienter. Mais généralement, en fait, si tu veux, le but global, moi, pourquoi je fais ces accompagnements-là, c'est pour permettre aux personnes de se connaître et vraiment d'aller se connecter à ce qui est très profond en eux, tu vois. Au niveau plus spirituel, ce serait l'être profond, tu vois. Ce serait vraiment se connecter à ça et puis l'incarner au quotidien parce que je pense vraiment que moi, mon entreprise, je l'amène pour que ma vision du monde telle que je le voudrais se réalise, se matérialise, tu vois. Parce qu'avant, j'étais beaucoup, par exemple, je pars dans tous les sens, désolée. Mais par exemple, sur ma vision de la France, je me sentais pas, tu sais, c'est comme si on m'avait mis dans un pays au début sur lequel je me disais, mais pourquoi je suis là? Enfin, je comprends pas. La manière de penser, les croyances, la manière de fonctionner, de travailler, etc., la manière de manger, il y a plein de choses, la manière de consommer, il y a plein de choses qui me plaisaient pas, en fait. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup de personnes que je connaissais comme moi qui sont finalement parties dans d'autres pays. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, OK, Lou, soit tu pars, soit tu décides de rester, mais à ce moment-là, ta vision du monde telle que tu la voudrais, ta vision du pays telle que tu la voudrais, à un moment donné, va falloir faire quelque chose pour l'ancrer dans la matière et que ça devienne réel, tu vois. Et donc, moi, mon entreprise, c'est vraiment ça, tu vois, c'est de permettre à chacun de s'offrir au monde euh, et de changer un peu les choses, mais à leur échelle, tu vois. T'as pas besoin de faire des trucs de fou, t'as juste besoin d'être toi-même, en fait. Et ça, c'est compliqué. Donc, c'est plus ça, mes accompagnements. Et donc, après, tu vois, c'est quelque chose de large. Donc, après, ça peut aller sur des accompagnements très précis. J'ai des personnes qui sont dans des baisses d'énergie considérables parce que justement, elles portent des masques tellement grands pour pas être elles-mêmes qu'elles ont plus du tout d'énergie. J'ai des personnes sur la gestion de l'émotion. J'ai des personnes sur l'estime de soi, le rapport aux autres, le fait de pouvoir s'affirmer. J'ai des personnes aussi plus sur créer une vie qui a du sens, donc aussi avec une activité professionnelle qui a du sens, tu vois, donc plus tout ce qui est reconversion professionnelle. C'est vraiment éclaté au niveau des problématiques. Et comment tu fais? Et moi, il y a une grande question, et je sais que quand on accompagne des personnes, et je pense que les personnes qui nous écoutent sont beaucoup aussi dans ce cas-là, beaucoup de thérapeutes ou de coachs, c'est comment tu fais pour pas tout absorber? Parce que comment tu fais pour avoir les épaules, tu vois, pour accueillir la personne, mais ne pas prendre tout ce qu'elle te donne, parce que souvent, même, et je pense que tu en as aussi, des personnes sur Instagram qui te balancent un peu tous les malheurs du monde, toutes leurs souffrances, parce qu'elles recherchent de l'aide. Et toi, tu prends ça dans la figure, entre guillemets, et tu sais que c'est pas du tout contre toi, c'est parce qu'elle recherche de l'aide. Donc, je suis vraiment dans l'accueil, j'essaye d'accueillir et d'accepter la personne et de lui apporter cette aide dont elle a besoin. Et en même temps, c'est dur de ne pas absorber toute cette souffrance-là. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, j'accuse personne. Hein. J'espère que Ouais, personne ne non, je pense pas qu'ils mal. comprendront. Mais c'est vraiment comment tu fais pour absorber ça ou justement pour. Je pense que les gens comprendront ce que tu dis. En plus, je vois que c'est une problématique qui revient en accompagnement. Tu sais, cette forme, ah, je suis une éponge, j'en peux plus, je prends toute la douleur des gens. C'est à la fois sur les personnes qui accompagnent, mais à la fois aussi c'est une autre problématique qui se retrouve. Donc, je pense que c'est cool de discuter de ça. Euh, Déjà, oui, ça c'est sûr. Parce que par exemple, en psychologie, il y a des études qui ont été faites. Les psychologues, ils ont une espérance de vie beaucoup moins grande que les autres métiers. Parce qu'ils prennent vraiment dans la gueule beaucoup d'énergie négative. Et ça a été prouvé que, au niveau neuroscientifique, ça a été prouvé, si tu veux, que les énergies négatives, les émotions négatives se transforment en énergie négative et impactent directement notre ADN. Donc, ça change, ça modifie la constitution de ton corps, tu vois. Donc, si toute la journée, tu vois des gens avec des énergies négatives, bah forcément, ça peut avoir un impact.
Je pense que déjà, avoir de la présence à soi, comme je disais tout à l'heure, tu vois, en accompagnement ou même quand on reçoit la douleur d'une personne, c'est ultra important. Il faut pas se couper de son corps. C'est là où tu vas pouvoir faire la différence aussi du ressenti émotionnel de la personne en face de toi et de ton ressenti émotionnel à toi. Alors que si tu te coupes de ton corps, tu vas voir que de la tristesse et de la souffrance. Si tu restes connecté à toi, tu vas voir que cette tristesse et cette souffrance, elle peut faire écho à l'intérieur de toi, mais qu'il y a aussi d'autres émotions à l'intérieur de toi. Donc, je pense que la connexion à son corps. Après, tu as aussi bien sûr tout ce qui est lithothérapie. Moi, dans mon bureau, j'ai des pierres de tourmaline, etc., pour absorber un peu l'énergie négative. Il faudrait que je la change parce que là, elle la ramasse ces derniers jours. Voilà. Après, il y a tout ce qui est aussi travailler son bouclier énergétique. Je pense que c'est important. Donc ça, c'est des petits exercices aussi de visualisation à effectuer. Et je pense que c'est quelque part le développement de l'empathie. Tu sais, on me dit souvent je suis empathique. Et en fait, l'empathie, c'est en 2 temps. Tu as le temps où tu ressens l'émotion des autres et le temps où tu arrives à dissocier de toi. Et généralement, les gens ont le premier palier de l'empathie. Ils ressentent les émotions des autres, mais ils n'arrivent pas à dissocier d'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que c'est un impact négatif, en fait. Si tu arrives à dissocier, tu peux sortir de la séance et t'es OK, hein, t'es bien, tu vois, malgré que t'aies reçu une souffrance de ouf. Mais donc, c'est plus travailler l'intelligence émotionnelle dans ce cas-là. Parce que généralement, quand l'empathie est pas développée jusqu'au bout, jusqu'à ce 2e palier, c'est que l'intelligence émotionnelle n'est pas assez développée aussi, tu vois. Donc, c'est toujours pareil, présence à son corps. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Est-ce que tu peux mettre un mot sur ces émotions? Est-ce que tu perçois l'origine de l'émotion? Est-ce que tu arrives à la vivre? Parce qu'il y en a qui s'autorisent même pas à vivre de la colère ou de la tristesse. Et voilà, prendre le temps de faire tout ça. Et puis peut-être aussi, ce qu'on a tendance à pas faire, c'est que les émotions, c'est vraiment, au niveau spirituel, tu vois, c'est vraiment un peu comme le langage de l'âme, tu vois. C'est vraiment comme des mots que l'âme te sort. Donc ça te permet aussi d'avancer. C'est une grosse boussole, tu vois, Ouais, ce sont des cette informations qui thématique. sont Ouais. ni négatives ni positives. Ce sont des informations qui peuvent être douloureuses ou agréables. On va dire, pour moi, une émotion, c'est agréable ou désagréable. C'est pas Mm. négatif ou positif. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'elle t'apprend sur toi, sur ce que tu vis là maintenant, sur ce que, ouais, effectivement, sur ce que tu ressens. C'est le langage du corps, comme tu dis. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'elle t'apprend et puis si elle devait te faire passer un message de changement, ça serait quoi? Moi, je demande ça souvent aussi. Ah, là, t'as ressenti ça? Ok. Et si c'est quoi le message de cette émotion? Qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre? Est-ce que elle veut te faire changer quelque chose dans ta manière de faire ou de penser les choses? Tu sais que c'est la première fois, je suis en train de me dire, j'espère que ça ira, mais d'habitude, moi, je fais beaucoup de vidéos, etc. Et donc, beaucoup de gestes et tout. Et du coup, le fait de me dire c'est en podcast, je me dis, est-ce que les gens vont comprendre ce que je dis? Oui, oui, je suis sûre que tout le monde a compris et c'est hyper intéressant et il n'y a pas de souci. Si, si, c'est génial. Et tu parlais du bouclier énergétique. Est-ce que tu as Ouais. aussi un exercice ou quelque chose que tu peux conseiller aux thérapeutes, aux coachs ou aux personnes qui sont simplement sensibles et qui ont tendance aussi à absorber les émotions? Ouais, totalement. Alors après, oui, ça peut-être un exercice un peu long. Je le mettrai peut-être dans ma bio Insta. Ça peut être un exercice assez long, mais après, d'une manière générale, en fait, il faut vraiment prendre le temps de se décontracter avant de rentrer en visualisation. C'est ce que je dis toujours. Et, euh, et ensuite, il y a cette fameuse visualisation, tu sais, où tu visualises une boule d'énergie autour de toi. Et tu installes ce que tu veux vibrer comme émotion. C'est pas juste une bulle de protection, c'est aussi, OK, qu'est-ce que t'as décidé aujourd'hui de vibrer comme émotion? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Moi, généralement, c'est beaucoup la gratitude, la joie et l'amour, tu vois, l'amour inconditionnel. Donc, généralement, je me cale sur ça, je me connecte à ces émotions-là, donc la joie, la gratitude. Peut-être aussi prendre le temps d'avoir des souvenirs. Tu vois, ton dernier souvenir où tu étais en joie, ton dernier souvenir où tu étais en gratitude, pour prendre le temps de te connecter à cette émotion-là et créer la bulle par visualisation en te disant, OK, quand je suis dans cette bulle, voici les énergies que je peux ressentir. Une personne, voilà, et se dire, je vais continuer à percevoir les émotions des autres. Il faut pas non plus se couper des autres, c'est ultra important. Mais je peux rester dans ma bulle avec ces émotions-là, tu vois. C'est totalement possible. L'un ne va pas avec l'autre. On n'est pas obligé de se couper des autres. Souvent, c'est ce que les gens font quand ils ont ras-le-bol, tu vois. Du coup, ils se coupent complètement
du ressenti émotionnel d'autrui. C'est pas forcément bon, je pense. Donc voilà, prendre le temps de visualiser cette bulle-là et puis de te dire aussi que tu peux l'agrandir, cette bulle. Moi, c'est ce que je fais en consultation, tu vois. Donc, je reçois la souffrance de la personne et après, j'agrandis ma bulle et je la mets dedans. Et ouais, tu accueilles la personne dans cette bulle. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que, j'étais en train de justement de me poser cette question-là, est-ce que tu lui transmets cette énergie, ces émotions, on va dire, agréables, ou est-ce que tu la laisses dans ces émotions désagréables pour qu'elle les vive aussi, tu vois, parce que c'est Ah aussi oui. hyper important qu'elle vive ces émotions désagréables. Donc toi, Mm, si tu lui envoies de l'amour, c'est génial, hein, et bien sûr qu'il faut le faire, mais est-ce que mm. tu ne risques pas de la couper justement de ces émotions désagréables et Ouais, l'empêcher de les vivre pour les faire ressortir après? c'est ça, t'as bien raison. C'est pour ça que je te disais, je l'agrandis. En fait, au début, il y a que moi dans la bulle. Je réceptionne tout ce que j'ai à réceptionner et puis la personne doit vivre. Et en fait, souvent, en consultation, quand elles arrivent, elles se mettent à pleurer, tu vois. Enfin, parce qu'elles se sont empêchées de le faire pendant toute la semaine. Et donc, quand elles me voient, pouah, tu vois, ça sort tout. Et au début, quand elles n'ont pas l'habitude d'écouter leurs émotions, et même limite, en fait, des fois, quand je ressens, je suis dans ma bulle et je me connecte à la personne et je ressens qu'il y a de la tristesse et je vois la personne en face de moi et qui est nickel, tu vois. Ah oui, ma semaine, ça s'est bien passé. Ah ouais, ah ouais, ça s'est bien passé, t'es sûr? Parce que des fois, le clair ressenti, il est clair pour moi, mais il est pas clair pour eux, tu vois. Ou parfois, je vois des choses que eux voient pas tout de suite. Donc, petit à petit, je les laisse parler, je les laisse se connecter à leur corps, à leurs émotions. Et puis, au bout d'un moment, forcément, ça sort. Et après, seulement après, tu vois, quand elles ont envie d'apprendre quelque chose sur leurs émotions, qu'elles ont envie de transformer ça, alors j'agrandis la bulle et je les mets avec moi dedans. Mais oui, c'est ultra important. De toute façon, enfin, c'est ça la gestion émotionnelle, hein. C'est qu'à un moment donné, même si on n'a pas trop envie de vivre la tristesse et la colère, faut la vivre quand même. Et quelles questions tu leur poses, si tu veux bien nous les partager, pour que Mhm. justement elles puissent se connecter à elles et à leurs émotions avec lesquelles Mm. elles sont totalement coupées de prime abord? Comment tu fais Ouais. pour passer de ce quotidien où tu cours partout à OK, je reviens à moi, je passe en mode introspection, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie aujourd'hui, maintenant? Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on me dit souvent, alors c'est marrant parce qu'on parle souvent de douceur et c'est trop drôle parce que dès l'instant où on m'a parlé de la douceur, moi j'étais là, ouais, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un vraiment qui incarne ça, mais ok. Et après bon, c'est revenu, donc je me dis que ça doit être vrai. Mais voilà, prendre ce temps-là où en fait dans les 1 heure de consultation, on a le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est comme une bulle spatio-temporelle où les gens, ils ont le temps. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que les personnes se connectent pas à leurs émotions aujourd'hui. On n'a pas le temps. J'ai pas le temps, il y a pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, et puis il faut que ça, il faut que ça. Non, là, tu as le temps, il faut rien du tout, tu dois rien du tout à personne. Et donc, créé cette impression de temps, de douceur là, et où je parle très peu. Au début des consultations, bah, de toute façon, même en consultation générale, je parle quand même très peu, tu vois. Contrairement à là, ou sur les posts Instagram, ou sur les ateliers, où c'est en groupe, donc forcément, je parle plus, puis un côté pédagogique. Donc, je parle peu, vraiment, je les laisse parler, et puis au bout d'un moment, en fait, le flow, il se calme. Au début des consultations, c'est toujours, on parle très vite, elle me dit plein de choses, tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et puis petit à petit, le flow de parole, il se calme, il se calme. Puis tu as une sorte ouais, de calme, d'apaisement qui apparaît. Et là, la personne, je lui dis, bah, ok, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu... Et quand je sens, c'est vraiment l'intuition, tu vois, quand je sens qu'il y a une émotion où elle est pas connectée avec, et pourtant c'est la sienne, c'est pas la mienne, je lui dis, ok, qu'est-ce qui se passe dans ton corps là? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et là, généralement, tu vois, elle passe à l'intérieur de soi. C'est marrant parce qu'on est toujours à l'extérieur de soi, même quand je demande aux gens de faire des visualisations. Parce qu'en neurosciences, si tu veux, je demande souvent ça. Le cerveau fait pas du tout la différence entre les expériences qui ont été vraiment vécues et celles qui sont imaginées, si elles sont bien faites et s'il y a un nombre de fois assez conséquent. Et pour que ça soit bien fait, je demande toujours à se visualiser à l'intérieur de son corps. Et on a tendance vraiment à être à l'extérieur. C'est trop drôle ça. Je sais pas pourquoi. Et tu vois, c'est visualiser dans la pièce, mais à l'extérieur de soi, alors qu'il faut être à l'intérieur de soi. Donc souvent, petit à petit, je les ramène à ça en fait. Soit à l'intérieur de ton corps, qu'est-ce qui se passe en toi? Et c'est vrai que le fait de ressentir les émotions, d'avoir ce clair ressenti-là, qu'on te forme et tout quand t'es psy, puis dans l'accompagnement, toi, tu dois le faire petit à petit instinctivement. Tu peux plus pointer le doigt sur du coup
leurs émotions à elles. Donc, c'est vrai que j'ai pas de question type, mais généralement quand même la question qu'est-ce qui se passe en toi là maintenant, c'est quelque chose qui revient, tu vois. Oui, souvent, moi, c'est une phrase ou un mot sur lequel je bute parce que je sens elle le dit dans une phrase comme ça et moi, il me reste en tête et je sais que c'est là où il va falloir creuser. Je sais que c'est là où Oui, il y a un problème, où il y a oui, quelque chose à creuser vraiment, à chercher. Elle le voit même pas, elle me le balance comme ça dans la discussion et moi, je le garde et je reviens après dessus parce que je sais que c'est ouais. là qu'il va falloir creuser. Ouais, ça c'est très bon. C'est ce qu'on forme aussi en psy. C'est, tu vois, la capacité de reformulation. C'est-à-dire que la personne te dit quelque chose et dans la phrase, tu vas sentir qu'il y a un mot sur lequel il faut t'appuyer, tu le notes et tu lui renvoies juste ce mot-là, sans interprétation de ta part. Tu vois, tu lui renvoies juste le mot et là, elle va dire, ah oui, ah ouais, j'ai dit ça. Ah oui, puis ça m'emmène à penser ça, etc., etc. L'autre jour, j'avais une coachée qui me parlait de l'estime de soi. On travaillait là-dessus. Et moi, je donne pas du tout, comme on a dit tout à l'heure, comme tu disais que toi aussi t'aimais pas ça, je donne pas du tout de conseils tout faits sur l'estime de soi. Je travaille vraiment en fonction de la personne et on va créer avec elle ses propres critères, ses propres pistes d'action. Et elle me parlait de l'estime de soi et je lui dis, qu'est-ce que tu fais que tu n'arrives pas à monter? Elle s'était auto-évaluée, tu vois, sur une échelle de 0 à 10. Je dis, qu'est-ce que tu fais que tu n'arrives pas à passer au palier supérieur, à la note supérieure? Et on discute et puis elle me dit, mais tu sais, j'ai l'impression qu'aussi, là, dans ma tête, j'ai des modèles de personnes qui ont une bonne estime de soi. Et puis, mais des fois, j'ai l'impression que du coup, c'est trop. J'ai l'impression que des fois, du coup, elles sont comme ci ou elles sont comme ça. Tu vois, il y avait comme un jugement négatif sur ces personnes-là. Et en fait, j'ai juste rebondi là-dessus. Je lui dis, t'en penses quoi? Donc, tu vois, la reformulation. Et elle me dit, bah, en fait, j'ai juste la croyance que les personnes qui ont trop d'estime d'elles-mêmes, à un moment donné, elles sont plus à l'écoute des autres. Et donc, tu vois, juste en reformulant, on avait une croyance limitante qui était big, qui l'empêchait de développer son estime de soi parce qu'à l'intérieur de son cerveau, il y avait, ouh là là, fais attention, si tu développes ton estime de soi, tu vas plus écouter les autres. Donc, c'est vraiment de la reformulation et de l'intuition. Tu vois, toi, tu fais ça, l'intuition. Ouais. Non, c'est beau. Et du coup, chez soi, si on n'a pas de Karmalou à proximité, comment on fait? Est-ce que tu as un exercice, je sais pas moi, là de prime abord, tu me dis tout ça, le fait de décrire sa semaine, de partager, d'exprimer tout ça, je pense au journal intime. Est-ce que Oui. c'est un exercice qui est bien pour toi? Est-ce que tu en as d'autres à proposer comme ça quand on est chez soi, on se dit là, il y a quelque chose, il faut que je creuse et je sais pas comment. Ouais, totalement. C'est trop marrant que tu dises ça parce que d'habitude, bon, quand on est psy ou quand on est dans l'accompagnement, tu vois, c'est important d'être suivi par une psy ou coaché, etc. Toujours se former, mais aussi d'être suivi. Et là, depuis que j'ai déménagé, j'ai arrêté mon ancien suivi qui était en Île-de-France. Et j'ai plus cet espace latent dans la semaine où vraiment je me concentre sur moi et sur mes émotions. Et du coup, je le fais avec l'écrit, beaucoup. Je le fais beaucoup avec un carnet où je note en fait. Avant, je le faisais beaucoup le matin. Maintenant, vu que j'ai mon entreprise, c'est plus spontané et puis au moment où j'ai envie. Et je me concentre juste sur, OK, c'est quoi ce qui me vient en tête comme pensée, comme émotion? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mon corps? Est-ce que j'ai des endroits qui sont bloqués à l'intérieur de mon corps? Et quand je me concentre dessus, est-ce qu'il y a des émotions qui remontent? Donc beaucoup l'écrit. Et moi, je sais que bizarrement, le yoga m'a beaucoup aidé sur ça aussi. Parce que même si dans certaines sessions de yoga, tu peux être dans le faire, dans le sens où parfois, tu vois, le yoga du 21e siècle, il peut être très dynamique, Le yoga perdre. occidental surtout. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, même s'il est comme ça, il y a quand même, tu vois, dans le yoga, il y a des points où on appuie sur son corps. Et en fait, chacune de nos émotions sont stockées à l'intérieur du corps. Et dans le corps aussi est stockée notre mémoire. Et donc forcément, à un moment donné, tu fais une position, tu appuies sur tel et tel point et tu as quelque chose qui remonte. Mm. Et ça, c'est beau aussi. Donc, je fais ça pas mal avec le yoga. Et moi, je me fais de la neuroponcture à moi toute seule aussi parce que je suis formée là-dessus. Donc, c'est l'avantage. Mais bon, du coup, si vous n'avez pas de Karmalou, je reviendrai pas là-dessus. Donc, plus, ouais, travailler beaucoup à l'écrit, si ça vous aide parce que quand on est dans son cerveau, parfois, tu vois, moi là, ça va vite. Je sais que je reste pas, enfin, j'essaye de poser à l'écrit parce que sinon, ça va trop vite et je suis plus ancrée dans le moment présent. Donc vraiment à l'écrit, se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai comme pensée en ce moment même? Et puis aussi toutes ces techniques-là de yoga qui, moi, je trouve aident beaucoup. Ouais. Ah oui, le yoga, c'est magique. Enfin,
à la fois pour se connecter à soi. Et j'ai co-créé, pardon, un programme de yoga justement qui s'appelle Reconnexion. Ah, Parce que trop pour cool. moi, le yoga, c'est ça, c'est à la fois se connecter à son corps, à sa tête et oublier tout le reste. Se connecter au moment présent aussi. Donc, dans ce terme, vraiment, on a mis du temps à le choisir avec. J'ai créé avec une professeure de yoga parce que l'idée, c'était d'allier à la fois le yoga et le développement personnel. Donc, on avait chacune notre petite thématique, on va dire. Et c'est vraiment ça, ce mot, il nous est apparu comme ça, mais naturellement. Parce Oui. que pour nous, le yoga, c'était ça. C'est à la fois se connecter à soi, gagner confiance en soi. Donc, c'est pour ça tous les exercices, par exemple, de dev perso dans le programme, ils vont être sur ça, sur l'estime de soi, la confiance en soi, les peurs, s'assumer aussi, assumer qui on est. Et puis se connecter à son corps avec justement les asanas, on déroule son tapis et on se reconnecte à son corps, on assume le petit, un peu le gras qui dépasse, les choses comme ça qu'on n'accepte pas habituellement. Et ben là, elles sont là et c'est tout. Et c'est tout, et on se connecte à ça parce que c'est juste nous et ça fait beaucoup de bien. Ouais, le yoga, c'est vrai que c'est un sacré outil. Ouais, c'est ça. En fait, ce que tu me dis, c'est vraiment la pleine présence à soi, hein. Et petit à petit, à force de le faire dans ton carnet ou dans le yoga, tu vas pouvoir le faire toute la journée, tu vois. Depuis que je suis là, depuis que je suis en Ardèche, c'est vraiment ma valeur principale. La pleine présence à soi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps à l'intérieur de mon corps, je regarde tout le temps ce qui se passe dans mon corps. Et c'est marrant parce qu'en fait, on guérit beaucoup de blessures anciennes grâce à ça, j'ai remarqué. Ce que je voyais pas forcément avant en tant que psy. Parce qu'en fait, en vivant l'instant présent, l'univers te sert plein de choses pour guérir toutes tes blessures antérieures. Et juste le fait de les vivre, en étant en pleine présence dans soi, il y a plein d'émotions qui ressortent, etc. Et tu arrives à libérer plein de choses. C'est dingue, tu vois. Alors qu'en fait, t'as rien fait, entre guillemets, si ce n'est l'effort énorme d'être en pleine présence dans soi. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai, t'as pas tort, c'est un effort énorme. Alors qu'il n'y a rien de plus naturel, de plus pur, de plus simple, de plus accessible à tout le monde, où qu'on soit, qui qu'on soit, peu importe. C'est l'instant présent et pourtant, c'est rare et précieux, je pense, aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Je pense qu'on a été calibré à tout l'inverse jusqu'à maintenant. Et, Mhm. euh, et là, on n'a plus trop le choix. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'avec les énergies du moment, honnêtement, j'ai plus trop le choix que d'être présente à moi-même. Ouais. Donc, peut-être que ça s'impose à moi maintenant, peut-être que c'est en règle générale, je sais pas, je veux pas mettre de conditionnement ou quoi. Mais ouais, important, je pense, à, à travailler. C'est un Mhm. bon exercice. Ouais. Et la spiritualité, si on continue un peu plus loin dans toutes ces pensées, cette reconnexion à soi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Comment tu l'utilises? Comment j'utilise? C'est marrant. Euh, Comment dire? Moi, je le vois vraiment pas comme quelque chose du monde de l'idée. Ouais. Je le vois vraiment comme, tu vois, c'est pour ça que je me pose même pas la question comment j'utilise parce que pour moi, ça a une Oui, utilité c'est peut-être pas, tellement au quotidien. c'est pas Mais une vision utilitariste, là, c'est pas la bonne chose, c'est plus qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, qu'est-ce que c'est ouais, peut-être. je pense qu'au début, c'était plutôt ma quête de sens, comprendre certaines choses que j'avais pas compris. Euh, et après, en fait, j'ai l'impression que quand tu développes cette spiritualité-là, c'est un peu comme si tout était fluide. Moi, j'adore cette impression-là. Tu vois, je pose une intention, comme je t'ai dit tout à l'heure, je reçois quelqu'un qui a cette problématique-là. Ou l'autre jour, on était dans ma voiture, ce week-end, hier, c'était génial. J'étais en train de réfléchir à mon activité et je ferme les yeux, je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que je suis contente, tu vois. Et en fait, c'était vraiment la première fois que je le ressentais, mais c'était la première fois que je me posais pour ressentir ça. J'étais trop contente, j'avais des frissons partout et tout, et on captait hyper bien. On captait dans la radio nickel, tu vois. Et d'un coup, la radio s'arrête, une autre radio se met, et juste ce moment-là, tu sais ce que ça dit? Elle est à sa place. Et ça a remis la radio. Et j'ai regardé mon conjoint, j'ai dit non, tu sais à quoi j'étais en train de penser et tout. Je lui ai dit, tu vois, je trouve que c'est vraiment quand tu es en pleine présence à toi, la spiritualité, je trouve que c'est ça, tu es en pleine présence à toi et l'univers te sert plein de petits trucs et tout a du sens et tout est, tu vois, on vient de confirmer des choses comme ça où je me disais, elle a sa place, je suis à ma place et donc elle a sa place. Ok, merci de me confirmer, c'est gentil. Tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça où je suis en consultation et puis
il y a un papillon qui va venir à ce moment-là. Tu vois, j'utilise beaucoup aussi les animaux. Le papillon, c'est la transformation. Donc, il y a plein de choses comme ça. Euh, ouais, c'est vraiment ces petits axes du quotidien que moi, j'utilise tout le temps, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Je vais raconter ma vie, hein, mais du coup, si on parle plutôt loi de l'attraction, là, un peu, ou Oui, dans ces énergies-là, moi, c'est la semaine dernière, je pensais à faire des retraites de yoga. J'ouvre ma boîte mail, je vois qu'on vient de m'envoyer une proposition pour aller découvrir, faire une retraite dans la forêt de Brocéliande. Tu vois, trop bien. c'est incroyable. Et c'est des choses comme ça magiques, Mm. inexplicables pour l'humain actuellement, tout du moins. Ouais, totalement. C'est des choses inexplicables, mais qui te montrent que tu es sur le bon chemin. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on me demande beaucoup. C'est oui, je vois ce dont j'ai envie, mais je vois pas le chemin par lequel je peux y aller. Et moi, je dis, bah, baisse les yeux. T'es dessus, en fait. Tu es dessus, ton chemin. Il n'y a pas un autre chemin, tu es dessus. Donc, fais là aujourd'hui. Et la spiritualité, je pense que c'est aussi ça, tu vois. C'est être, une fois que tu es en pleine présence à toi, c'est là où tu vois tous les indices. Tu vois, on te montre très bien. Comme là, elle est à sa place, ça montrait très bien. Vas-y, c'est bon, profite. T'es maintenant, fais ce que tu as à faire. Et petit à petit aussi, on va te faire rencontrer des personnes ou on va te mettre un petit message et tu vas voir le message sur cette boîte mail. Tu vois, tout est bien fait. C'est vraiment ça, je trouve. C'est avoir suffisamment de présence à soi pour écouter tous les signes qu'il y a autour de soi et pour pouvoir avancer. Avancer, il n'y a pas de bonne direction, mais avancer pleinement connecté à ce dont on a envie, puis ce qui est un peu fait pour nous, entre guillemets. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Si on revient sur un sujet un peu plus, on va dire, entrepreneurial, Ouais, je sais que pour beaucoup de personnes, j'ai envie de parler d'argent. Je ne sais pas si tu es à l'aise oui, avec ce sujet. Allez, ouais, carrément. totalement. Cool. Comment, toi, c'est quoi pour toi l'argent? Ouais. Et deuxième question subsidiaire, comment est-ce que tu fais pour allier cette envie d'aider les autres avec aussi ce besoin, voire peut-être cette envie d'argent? Ouais. Alors, bah déjà, moi, j'avais une relation à l'argent compliquée, très compliquée. Moi, j'ai vécu avec ma mère et c'est vrai peut-être que c'était, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment le bas de la classe moyenne. Il y a des jours où il y avait pas de fioul dans la cuve et on avait froid, on devait tous dormir dans la même pièce. Il y avait des jours plus compliqués aussi où ma mère, le peu d'argent qu'elle avait et tout ce qu'elle avait, elle le donnait forcément aux autres. Donc, où je devais faire mes devoirs à la bougie et où je faisais pas de sport, je faisais pas d'activité parce qu'on était nombreux, on était 7. Donc, tu peux pas te permettre. Donc, j'avais cette relation hyper conflictuelle avec l'argent. Pour moi, l'argent, c'était vraiment synonyme de frustration. Tu vois. Donc, je suis revenue de loin sur ça. Je suis revenue de loin. Après, je suis partie. Et puis ma mère, elle m'a transmis quand même cette croyance-là que les gens qui ont de l'argent, c'est un peu des cons. Enfin, tu vois. Moi, les exemples que j'avais, c'était des gens qui ont de l'argent, ils sont comme ci, ils sont comme ça, et c'était plutôt relié à quelque chose de négatif. Et donc, je suis partie et je me suis mis avec quelqu'un qui avait aussi une relation à l'argent compliquée, mais différente de la mienne. Et c'est là où j'ai commencé à questionner. Et puis, on a la chance aujourd'hui quand même d'être connecté à Internet et de voir qu'en fait, tout le monde n'a pas la même relation à l'argent que soi. Tu vois. Alors, les podcasts, les machins sur l'argent, ça n'existait pas à ce moment-là. Hein. Mais, euh, mais de voir que les gens, ils avaient une relation différente à l'argent. J'ai commencé à m'interroger là-dessus. Et petit à petit, comment c'est venu que j'ai travaillé sur ça exactement? Bah, en fait, c'est venu de ma source de stress. Je crois que c'était une depuis mes plus grandes sources de stress et de mal-être, hein, franchement. J'ai toujours en dèche d'argent. Parce qu'en fait, vu que j'en avais jamais eu, quand je me suis retrouvée, moi, avec ma petite, parce que j'étais étudiante, donc je bossais à côté, quand je me suis retrouvée avec un peu d'argent, bah, je dépensais tout, tu vois. Euh, Tu voulais pas en je, avoir parce que c'était le mal, c'est ça? j'avais cette croyance-là et cette croyance aussi que, j'en aurais plus. Là, Hmm. j'en ai, mais demain, j'en aurai plus. Donc, fallait que j'en profite, vu que j'en avais jamais profité. Donc, Moi, tu même, t'en avais plus. ouais, c'est ça. Tu vois, même mes vêtements, etc. En fait, j'avais de l'argent pour Noël ou mon anniversaire. Les deux étaient rapprochés. Et en fait, je savais que c'était mon argent pour toute l'année, pour me faire plaisir, pour m'acheter des vêtements. Donc, je savais que j'étais aussi très, ouais, en fait, j'étais très frustrée, on va le dire. Hein. J'étais très frustrée. Et donc petit à petit, vu que c'était vraiment une source de mal-être et de malaise, bah aussi dans le couple, je l'ai vu parce que c'était une source de discorde. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler dessus.
Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes propres programmes, parce que le premier programme que j'ai fait, c'était quand j'étais sur YouTube et que je donnais des conseils aux étudiants. J'ai fini mes études et je me suis dit, OK, maintenant on va condenser tout ça dans un programme. J'ai fait le programme et je sais pas, en une nuit, j'ai dû gagner 400 euros. Un truc comme ça. Et pour moi, c'était absolument énorme. Je sortais de mes études, j'avais une mauvaise relation à l'argent. Et là, je me dis, je crée juste quelque chose dans la joie pour être utile et je gagne de l'argent. Enfin, tu vois? Et c'est là où j'ai commencé à changer de croyance et j'ai commencé à bouger un peu mon rapport à l'argent, beaucoup. Et là, aujourd'hui, comment j'associe les deux? C'est pas une question que je me suis posée, mais je dirais instinctivement comme ça, comment j'associe les deux. Déjà, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, donc pour moi, c'est important. Et en plus de ça, si tu veux, les projets que j'ai pas comme projet de me payer 3000 euros, de partir en vacances tout le temps et tout. Tu vois, c'est pas quelque chose qui m'anime. Mais par contre, la spiritualité, c'est aussi ça, c'est que la vision que j'ai dans la tête, je voudrais l'incarner dans la matière, tu vois. Et en fait, pour ça, il faut de l'argent. Ouais. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'adore aussi donner à des associations, donc j'ai pas le choix de gagner de l'argent. Moi, mes consultations, le prix, ça dépend du revenu de la personne. Donc ça, c'est pareil. J'ai pas le choix de gagner de l'argent parce que sinon, je pourrais pas prendre des personnes qui ont pas beaucoup de revenus et qui peuvent pas me payer très cher, même si je suis plutôt, je suis pas, mes consultations, elles sont loin d'être gratuites, tu vois. Mais au moins que ces personnes-là, elles puissent venir en consultation. Donc en fait, ça devient naturel parce que pour créer le monde dont on a besoin d'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Je pense que les richesses aujourd'hui, elles sont encore mal réparties et qu'à un moment donné, si on veut bien les répartir, bah, il faut que des personnes comme toi et moi, par exemple, on gagne de l'argent pour qu'on puisse les répartir et puis pour qu'on puisse créer des projets qui font du bien à l'humanité, à la Terre et pour créer tout ce qu'on a envie de voir. Donc c'est une nécessité pour moi. La question, elle se pose même pas. Tu vois, ouais, c'est vraiment les deux. Et ça, quand je fixe mes prix aussi, je fixe pas du tout de manière. Tu vois, parfois il y a des business, pas des business plans, mais quand tu travailles sur ton entreprise, tu te demandes à combien tu vas mettre tes consultations, combien tu vas mettre tes programmes, et puis tu regardes un peu autour ce qui se fait. Moi, ça, non. En fait, je me demande, ok, ça vibre combien selon moi? Ok, est-ce que tout le monde va pouvoir se payer ça? Euh, Est-ce que je fais des tarifs différents selon les revenus des personnes? Tu vois, toutes ces choses-là, mais je passe déjà de comment ça vibre pour moi et est-ce que je vais bien vivre? Parce qu'il faut quand même dire que, par exemple, il y a des psys, elles mettent leur consultation moins chère, mais elles vont recevoir toute la journée. Énergétiquement, moi, je peux pas recevoir toute la journée, c'est mort. Je sais que mes consultations, elles seront bien moins efficaces. Donc, je mets mes consultations plus chères, mais du coup, j'ai plus de temps pour moi, pour créer les choses dont j'ai envie. Mais t'en parlais, je crois, dans un de tes posts sur l'argent. Ouais, oui, j'avais justement fait un post sur l'argent et pour moi, augmenter ses prix, c'est aussi avoir beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'être beaucoup plus facilement dans le don et dans l'aide de la personne parce que t'es pas là à accumuler. T'as tout dit. T'es plus dans une logique d'accumulation ou de consommation de clients. T'es dans une logique de don à la personne. Parce qu'effectivement, si elle te paye un peu plus cher que par exemple un thérapeute ou une psy lambda, mais qu'elle en ressort beaucoup plus transformée, tu vois, si elle a besoin de 3 séances à la place de 10, eh ben, c'est même mieux pour elle. Donc, ouais, c'est hyper important d'augmenter ses prix parce qu'en plus, l'argent, comme tu l'as très bien dit aussi, c'est une manière d'agir pour ses valeurs. Pour moi, c'est pouvoir aller au magasin bio et non pas chez Carrefour, je sais pas quoi, et Ouais. acheter au premier prix. C'est pouvoir donner un peu plus quand je vais faire mon marché aux petits producteurs du coin. C'est pouvoir acheter chez des petites créatrices plutôt que dans les grands noms de la fast fashion. Tout ça, c'est hyper important pour moi. Et on peut pas le faire si on n'a pas d'argent. T'as tout dit. T'as tout dit. C'est exactement ça. En fait, on peut pas redistribuer l'argent pour enrichir les personnes, pour répondre à notre vision du monde. Tu vois, toi, ta vision du monde, c'est vraiment, tu fais attention aux petits producteurs, etc., ou à la fast fashion. Et donc, pour ancrer ça dans la matière, à un moment donné, il faut que tu gagnes de l'argent et puis il faut que tu ailles nourrir les bonnes personnes. Si t'as pas l'argent et que tu es obligé d'aller chez Carrefour, comme tu dis, bah, tu vas pas nourrir enfin, pas nourrir les personnes que tu souhaiterais, tu vois. Ouais, non, l'argent, c'est génial en soi, si on l'utilise bien. Parce que Ouais. c'est juste un outil, c'est un moyen. C'est comme
je sais pas, un couteau de cuisine. Tu peux l'utiliser pour couper tes carottes et te faire une petite salade, ou tu peux l'utiliser pour faire du mal à des gens. Mais c'est un moyen, c'est un outil, et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu as envie d'en faire. J'aime bien ce côté responsabilisation que tu donnes. Ouais, pour moi, c'est essentiel d'autonomiser les gens, de les remettre dans leurs responsabilités. Parce que on peut, enfin, bref, c'est une base fondamentale chez moi. Rendre autonome et rendre responsable. C'est hyper important. Et plus on sera de personnes comme nous, avoir des bonnes intentions et avoir de l'argent, plus le monde sera meilleur. Parce que si c'est toujours les mêmes personnes, un peu d'après nous, enfin qui partagent pas les mêmes valeurs que nous, on va dire, qui ont l'argent et qui l'utilisent à des fins peut-être négatives pour nous, moins le monde ira bien. Alors qu'au contraire, si on commence à inverser la tendance, si des personnes comme nous commencent aussi à avoir de l'argent et à le redistribuer de la bonne manière, et ben là le monde ira mieux, et l'argent sera plus aussi mal vu et catégorisé que ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça, je pense que du coup, comme tu dis, c'est tellement mal vu, c'est une source de souffrance que les gens n'ont pas envie d'aller bosser sur ce sujet-là. Mais moi, je dis toujours, OK, quelle est ta vision du monde idéal? Et maintenant, quelles sont tes ressources? De quoi tu as besoin pour rendre cette vision réelle dans la matière? Et ben, souvent, bien sûr, l'argent revient. Et à ce moment-là, je dis, OK, t'es prête à bosser sur l'argent maintenant? Généralement, il y a une motivation qui s'est faite entre-temps, tu vois. Donc, vraiment, vous posez la question, c'est quoi le monde de demain que moi, je voudrais voir? Et à quel point j'ai besoin de l'argent pour rendre ça... à quel point j'ai envie, parce que besoin, j'aime pas trop ce terme, ça vibre un peu le manque, mais à quel point j'ai envie d'argent pour pouvoir incarner cette vision-là, enfin, incarner cette vision-là, puis matérialiser tout ça ici et maintenant. Et après, faire les choses petit à petit pour bouger ses croyances et puis changer son rapport à l'argent. Yes, on est d'accord. Génial. Génial, génial. Dernière petite question. Enfin, non, il y en a d'autres après. Mais là, si on revient encore plus dans l'entrepreneuriat, le concret, le quotidien, on sort un peu de toute sa spiritualité. Ouais. C'est quoi tes 3 outils indispensables dans ta vie au quotidien, niveau entrepreneuriat? Tu vois, ça peut être des logiciels, ça peut être, je sais pas, un carnet ou peu importe. Ok. J'allais dire ma tête, mais du coup, ça compte pas comme un outil. Non, des trucs que d'autres personnes pourraient aussi. Ouais. Bah, en fait, un truc bête que j'utilise, tu vois, mais c'est mes mails. En fait, souvent, j'ai des idées qui me viennent comme ça. Et moi, je sais pas, j'aime pas trop noter sur un papier parce qu'en fait, je trouve que je l'ai jamais sur moi. Et après, je trouve que dans mes notes de téléphone, ça se perd parce que je les traite plus. Tu vois, je les mets dans mes notes de téléphone et puis après, il y a tellement de choses qui arrivent que je regarde plus mes notes de téléphone forcément. Et donc, ce que je fais, c'est que je me les envoie par mail. Je m'envoie des mails à moi-même. Tout va bien. Donc, en fait, c'est ça. Tu vois, je pense à quelque chose. Ce week-end, je pensais à un programme que j'allais faire dans ma voiture et je me suis envoyé un mail et du coup ce matin je suis retombée sur ce mail-là et du coup ça m'oblige aussi à traiter les choses, tu vois, je marque l'idée pour ne pas l'oublier et après je suis obligée de penser les choses parce que c'est sur ma boîte mail, donc je traite chacun des mails, quoi, même les mails que je m'envoie à moi-même. Je trouve ça pas mal comme outil, c'est quelque chose que je fais plutôt instinctivement, ça sort un peu peut-être des outils habituels, mais Ouais. c'est une des premières choses que j'utilise. Après, comme outil, pour moi, honnêtement, c'est la communication. YouTube, peut-être moins, là. Il y a des choses qui vont arriver sur YouTube, mais en ce moment moins. Mais Instagram, c'est le plus grand outil que j'utilise, honnêtement. Parce que moi, s'il n'y avait pas cette connexion-là aux gens, je ferais pas ce que je ferais. Enfin, un jour, j'ai entendu, il y avait un live Instagram avec des personnes assez connues, mais pas du tout dans le secteur du développement personnel. Donc, elles voient aussi Instagram selon leur métier, tu vois. Et elle disait dans le live, je comprends pas pourquoi il y a des commentaires sur Instagram, ils auraient laissé des likes. Tu sais, pendant un moment, il y avait ce truc d'enlever les likes sur Instagram. Et donc, elle disait, ils devraient juste laisser les likes et enlever les commentaires. Et tu vois, moi, j'étais en mode, ah non, m'enlevez pas mes commentaires. Moi, les likes, je m'en fous, mais c'est moi les commentaires, je veux parler, je veux échanger, quoi. Ouais. Pour moi, Instagram, c'est vraiment ça. Donc, c'est mon outil principal dans le sens où c'est ce qui m'inspire au quotidien. C'est l'échange avec les gens, tu vois. Comme c'est l'échange avec les bénéficiaires de mes accompagnements, pareil, sur Instagram, je vois, en fait, les choses sur lesquelles, qui m'inspirent pour pouvoir en parler.
Je vois des personnes, l'autre jour, j'ai fait un post sur l'anxiété généralisée, mais c'est aussi parce qu'on en parlait en message privé, etc. Donc, pour moi, c'est indispensable comme outil. Mais c'est vrai que tout le monde voit cet outil selon sa manière de travailler, son métier, et tu vois, ça peut beaucoup changer. Et d'ailleurs, si tu devais, enfin, quels sont tes 3 comptes favoris sur Instagram du coup? Mes 3 comptes favoris. Moi, je pense à Lia Kero. Ouais. Qui m'a beaucoup appris et c'est pas mal avec elle aussi que j'ai bougé ma relation à l'argent. Et puis Ouais, c'est pas mal. c'est Ouais, de l'argent, dis-moi. c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi ce côté-là où et c'est justement ce que je travaille en ce moment, où on défonce la croyance si tu as de l'ambition, faut travailler beaucoup. Si tu veux gagner de l'argent, faut travailler beaucoup. Et elle est en mode ah mais moi je réalise toutes mes ambitions et j'ai tout l'argent du monde en étant chill. Et ça, je kiffe. Moi, j'ai trop envie de voir ça dans ma vie aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est ce que j'essaye d'incarner au quotidien. Je suis chill. Je réalise toutes mes ambitions quand même. Ça ne m'empêche à rien. Et je gagne de l'argent. Et il y a aussi cette redistribution de l'argent que j'aime beaucoup. Parce qu'elle, c'est aussi beaucoup ça, tu vois. En tant que femme en France et femme noire aussi, Ouais. je trouve qu'il y a vraiment cette notion-là. OK, je prends l'argent et je la redistribue pour créer un monde meilleur que j'aime beaucoup. Donc, Livia Quero, un compte que j'aime bien. J'aime bien le compte nutrition aussi parce que c'est quelque chose sur lequel je m'étais pas assez penchée. Pendant un moment, je dissociais beaucoup l'âme du corps et j'avais l'impression que mon corps il me retardait un peu, tu vois. Ouais. Et donc c'est Lisa Lisa qui a fait l'académie. Oui, Oui, enfin bah oui, qui a j'ai fait l'académie. un épisode, enfin, je l'ai déjà interviewé. Je le Ah, mettrai. j'ai pas vu. Ah bah, J'irai voir. je le mettrai dans les notes de l'épisode. Je te l'envoie après si tu veux. Votre mère, tu peux le trouver facilement. Mais oui, Lisa, elle est incroyable, vraiment. Ouais. Donc c'est une personne que j'aime beaucoup aussi et qui m'a beaucoup appris. En fait, j'ai l'impression que les personnes que je dis là, c'est des personnes qui m'ont beaucoup apporté et appris. C'est ce que je voulais savoir. Ouais, et tu vois, encore une fois, c'est des personnes qui vraiment, elles sont dans l'expérience et la transmission de leur expérience. Elles sont pas dans le ça, si ça, faites ci, faites ça. Ouais. Oui, elles sont pas dans le mode professeur, comme on disait au début. Ouais, c'est ça. Donc j'aime bien en fait cette approche-là. Euh, mais je kiffe tellement le monde. Et quelqu'un d'autre, moi je pense aussi celle qui me donne beaucoup d'espoir et puis qui me fait beaucoup penser à la résilience. C'est Peggy du compte En douceur. Oui, ah oui, oui, oui. Voilà. Ah bah, t'as On cité. discute beaucoup avec Peggy et Ah ouais, voilà, Peggy est incroyable. Et je pense qu'elle viendra, elle j'adore. ne le sait pas encore, j'avoue, mais je pense qu'elle viendra sur le podcast aussi. Ouais, Si non, tu m'écoutes, sache que je vais t'inviter. ouais, j'adore Peggy, j'adore sa façon de penser. Et ouais, c'est quelqu'un qui, je trouve, qui apporte du soutien et beaucoup d'espoir aux femmes dans les problématiques qu'on rencontre maintenant. Et donc ouais, je l'aime beaucoup. Puis elle a cette énergie yin aussi que j'essaye. Oui, elle est Voilà. toute douce. Et elle a créé aussi un très très beau programme sur le cycle féminin qui est magnifique, qui permet aux femmes de se connecter justement Mm. à leur féminin, que ce soit au niveau spirituel, mais aussi terre à terre dans leur corps, Ouais. comprendre le cycle féminin, comprendre les règles, comprendre les hormones, réussir à gérer son énergie. Vraiment, son programme, il est génial. Je le mettrai aussi en barre d'infos parce qu'il vaut vraiment, vraiment le coup. Mais pour moi, c'est un programme vraiment genre limite on devrait te l'inculquer à l'école quoi, tu vois. Mais pour moi, tout le monde doit faire ce programme. Non, mais oui, Donc, oui. Ah oui. ouais. Ouais, à toutes les Moi, pour femmes moi, qui c'est une nous personne écoutent, géniale. jetez un œil à ce beau programme Mm, et mm. ouais, qui vaut vraiment, vraiment le coup et tout l'or du monde parce qu'il change la vie littéralement. Ouais. Je pense que toutes les femmes doivent le faire. Mm, mm. On est d'accord. Génial. Bon, on va passer aux questions rapides. Si Ouais. tu devais me partager une citation aujourd'hui, est-ce que tu as, je ne sais pas si tu es comme ça, une citation, un mantra qui t'inspire? Ouais. Moi, quelque chose que j'ai envie de partager aujourd'hui et que j'ai longuement pensé, si tu vois, je me dis comment faire en sorte que les gens développent un amour inconditionnel envers les autres et moins de jugement envers les autres. Et il y a ce côté-là où on me dit, mais Lou, c'est un peu agaçant, mais Lou, comment tu fais? C'est n'importe quoi pour aimer des personnes qui font n'importe quoi, justement, ou qui peuvent parfois faire du mal aux autres, ou tu vois, ne pas être dans le jugement. Et du coup, j'ai envie de vous dire, sachez que la connerie, elle est vraiment proportionnelle à la souffrance des gens.
Ouais. Et alors, je sais que c'est pas une citation peut-être très motivante ou quoi, hein, mais voilà, j'aurais envie de dire, la connerie est proportionnelle à la souffrance des gens. Et je pense que quand on comprend ça, on développe une empathie qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et ouais, en fait, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous énerve, qui fait quelque chose qui n'est pas dans vos valeurs, qui fait quelque chose qui engendre de la souffrance sur autrui, dites-vous, OK, cette personne-là, à quel point elle souffre? Parce que pour faire ça, elle doit beaucoup souffrir. Ouais, c'est Et je trouve que ça permet, voilà, d'avoir beaucoup d'amour inconditionnel envers autrui. Oui, de prendre du recul et de pas en vouloir à la personne. De pas être dans la haine, mais d'être dans, je sais pas si c'est de la compassion ou de l'empathie, mais au moins de ne pas être dans la colère face à cette personne. En fait, c'est ça. Tu peux garder, grâce à cette citation, je trouve que tu peux garder une bonne vibration. Plutôt que aller sur un truc avec des émotions comme la colère, la tristesse qui va te mettre dans une vibration toute pourrie, bah là, au moins, tu peux garder ta vibration et limite, tu peux te dire, ouais, putain, la pauvre, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour que ces personnes-là, elles souffrent moins, à la limite? Et là, je pense qu'on serait dans un bon tourbillon. Tout à fait. Génial. Et ben, merci beaucoup, beaucoup, Lou. Et Merci à toi. à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. Et voilà, c'est le nouveau mois. J'espère vraiment que cette discussion avec Lou t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir en nous taguant sur Instagram @karmalou et @passionéglantine. Tu trouveras tous les liens de ce dont on a parlé, notamment sur tout ce qui touche à l'argent, au yoga, à la spiritualité, etc., dans l'article de blog associé au podcast, dont tu auras le lien directement dans les notes de l'épisode. Et si vraiment tu les trouves pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.